Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir discuter et collaborer avec Renaud Quémelone. Renaud qui en fait a plusieurs chapeaux, si je peux le nommer ainsi. Son premier chapeau, c'est celui d'être enseignant. Il enseigne un enseignant de terrain qu'on appelle, donc un enseignant qui est très impliqué auprès des élèves et de la communauté en général. Également, c'est un amoureux du Québec, donc qui est venu à plusieurs reprises au Québec. Et enfin, c'est également ce qu'on appelle un ludopédagogue. Donc, un ludopédagogue qui a une approche sociale, éthique et qui est très axée sur l'entraide et d'enseigner, de redonner à la communauté. Bonjour Renaud. Bonjour. C'est une belle présentation. Je vais te laisser aussi, bien sûr, te décrire un peu plus en détail. Mais justement, si on part de ces informations-là, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement académique professionnel qui t'a amené à être un enseignant, ludopédagogue et amoureux du Québec? Ok, alors à l'école, j'ai une famille d'enseignants, donc voilà. Ma mère m'a dit, Renaud, ne fais pas l'enseignement. Et donc, comme un bon fils, j'ai fait l'enseignement. Mhm. Donc voilà. À l'école, j'étais pas brillant, mais j'étais scolaire parce qu'avec une mère enseignante, on n'a pas le choix, on doit faire ses devoirs et étudier. Donc voilà. Mais bon, j'ai eu dur, mais j'ai réussi. Donc, j'ai fait des études très simples, très courtes en Belgique. On peut enseigner pour les 12-15 ans en faisant que 3 ans d'études, ce qui est en train de changer, mais voilà. Et c'est une formation qui était plus courte, plus pratique, qui me permettait de donner plein de cours de géographie, d'histoire et de me faire plaisir. J'avais peur de m'embêter et je voulais être sur le terrain. Et donc voilà, donc j'ai commencé assez rapidement à 21 ans. Au bout de 10 ans, 12 ans, j'ai créé ce qu'on appelle une école de devoirs pour aider des élèves en difficulté. Je me suis formé en tout ce qui est coaching scolaire, méthode de travail, et ainsi de suite. Puis je suis vite devenu, j'ai repris des études. Alors des études assez diverses, hein. Ça va de la gestion de brasserie, si on est belge ou on ne l'est pas. Donc voilà. Euh, Oui. un parcours universitaire en sciences de l'éducation, en sciences du travail, en sciences et techniques du jeu. Donc, j'ai passé quelques années sur les bancs après mes heures de boulot. Mais donc, voilà. Mon objectif, c'était apprendre, tout simplement, essayer de réfléchir à comment apprendre autrement, s'ouvrir, avoir le contact avec des gens qui pouvaient être potentiellement intéressants et intéressés. Voilà. Et donc, je suis devenu formateur assez rapidement. Je me suis intéressé aux intelligences multiples. Après la méthodologie, c'est peut-être mon premier violon d'ingre pédagogique, c'est les intelligences multiples. Et donc, j'ai Mhm. essayé de me questionner sur ce qui manquait par rapport aux intelligences multiples au niveau pédagogique, parce que c'est ça qui m'intéressait. C'est toujours cette idée de notre système d'enseignement ne répond pas aux besoins de certains élèves. Ils s'ennuient, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas outillés. Donc, j'ai regardé d'abord les bouquins québécois, la Chenelière Éducation, et manifestement, les Québécois avaient arrêté d'écrire sur le sujet. Et Malheureusement. donc, voilà. Et donc, je me suis intéressé à cela et j'ai essayé de nourrir le truc. Et donc, j'ai écrit quand même quelques bouquins sur le sujet. Et c'est comme ça que je suis arrivé au jeu. Alors, j'aime bien jouer comme beaucoup de monde, mais je ne suis pas un joueur né, contrairement à énormément de personnes issues du milieu du jeu. Je ne joue pas pendant 2 mois, je ne suis pas malade. Mhm. Par contre, je n'ai pas une boîte de jeu en main où je ne réfléchis pas à l'intérêt de tel ou tel jeu ou de la mécanique, etc. Là, ça m'embête. Euh, mais donc voilà, j'aime bien évidemment passer une soirée jeu entre amis, etc. C'est pas ça le souci. Et donc, je me suis intéressé au jeu, donc je me suis formé à ça, tout simplement. Et en sortant de ma formation en sciences et techniques du jeu à Bruxelles, j'étais engagé tout de suite comme prof. Mhm. Donc voilà, j'étais diplômé, engagé. J'ai donné cours de jeu en secondaire à des enfants de 14 ans qui étaient en décrochage scolaire. Donc le but, c'était simplement les resocialiser. C'est Mhm. c'est violent comme mot, hein, de dire resocialiser, mais voilà. Ouais. Et redévelopper des compétences linguistiques et logico-mathématiques juste avec du plaisir. Je dirais pas sans s'en rendre compte, mais en tout cas en n'ayant pas l'impression qu'ils sont en train d'être punis, Mhm. de passer juste un bon moment. Et donc voilà, donc voilà, j'ai continué mon parcours de formateur. Et un jour, j'ai une amie qui m'a dit, Renaud, on a une petite école de village
Elle n'a pas assez d'enfants. Et donc, il faut trouver une solution, sinon elle ferme. Tu n'as pas une idée. Et je dis, bon, on pourrait faire un projet sur le jeu. Et donc, on a inventé ce concept de centre ludopédagogique, de ludothèque 2.0 pour école. On pourra en reparler après s'il faut. Ouais. Et l'idée, c'était à l'origine de vraiment s'intéresser qu'à des petites écoles perdues de villages dont personne ne connaissait ni le nom du village, ni le nom de l'école, et d'essayer de les sauver, tout simplement en redéveloppant une dynamique, en remettant une nouvelle pédagogie. Et puis bon, ça a poussé, il y a eu des demandes, il y a beaucoup plus d'écoles en difficulté qu'on le pense. Mm. Et donc voilà, le projet a vraiment pris de l'ampleur. J'ai à un moment décidé d'arrêter tout simplement l'enseignement secondaire. C'était en juin, faute de Mhm. temps. Certains jours, je faisais 3 ou 4 écoles la même journée, c'était plus possible. Donc voilà, donc je me suis concentré sur la haute école et sur l'aspect formation et accompagnement des écoles en difficulté. Euh, une démarche qui est purement bénévole à ce niveau-là. Donc tous les projets que je mets en place sont bénévoles. Toujours en OK. parallèle, quand je m'ennuie, ben, j'écris un petit bouquin par-ci, par-là, qui relate les expériences. Ce sont de plus en plus des bouquins collaboratifs, Hmm. considérant qu'on n'a pas toutes les compétences, considérant qu'on n'est pas sur tous les terrains. Hmm. Et donc, c'est l'idée de mutualiser, de rassembler les richesses, les expériences de chacun et d'essayer de construire quand même quelque chose ensemble. Et OK. donc, voilà, je suis dans cette approche-là avec un intérêt de plus en plus poussé vers tout ce qui est collaboration, coopération, avec sans doute une thèse qui va poindre, naître dans quelques semaines. Ouais. Et là, je comprends encore mieux le terme enseignant de terrain pour vraiment dire que c'est en travaillant de manière collaborative et vraiment en visitant différentes écoles que tu vas chercher toute cette connaissance-là, ce savoir-là et de partager un peu justement ton expérience aussi pratique. C'est vraiment ça. Écoute, Mm. ici, je ne suis pas chez moi. Ça fait avec le Covid, je suis depuis des semaines éloigné de chez moi, histoire d'être un peu plus à l'aise. Et je suis dans le fin fond de la Belgique. Enfin, la Belgique est toute petite, hein, donc le fin fond, c'est pas très loin. Mais pour un Belge, c'est toujours très loin. Et donc, j'ai été dans une école d'une petite ville en soi. Mais le centre-ville est très multiculturel, Mm. avec beaucoup de primo-arrivants. Et ben, j'ai été pour une petite école de primaire dans une classe qu'on appelle DASPA, qui est justement qui accueille des enfants primo-arrivants qui ne parlent pas le français. On a des Syriens, on a des Afghans, on a un peu de tout. Et on est justement sur un projet de centre ludopédagogique avec cette enseignante-là. Et on teste en réalité une nouvelle formule qui est l'utilisation des Legos dans l'apprentissage du français, des mathématiques. Et donc, Ouais. j'allais visiter tantôt pour discuter, pour affiner le projet, parce que l'objectif, c'est quand même de les dupliquer aussi dans d'autres écoles qui en ont besoin, d'essayer de voir si telle activité fonctionne ou ne fonctionne pas. Et là, elle me Mhm. racontait, écoute, Renaud, j'ai pris conscience ce matin que j'avais donné cours sur les fractions et qu'ils n'avaient rien compris. Mm. Et j'ai utilisé les Lego, et là, la lumière fut, hein, ils ont compris, ils ont appliqué, ils ont fait toute une série de choses. Et pour finir, j'étais beaucoup plus loin dans ma matière que ce qui était prévu, parce que là, il y avait une compréhension à travers la manipulation, à travers la visualisation. Et c'est ça le plus important, c'est que les enfants demandent les Lego, même s'ils ont 12 ou 14 ans, Ouais. et qu'ils avaient du plaisir à le faire, à faire des mathématiques. Et donc, Oui. c'est pour des expériences comme ça que, voilà. Et je trouve que on perd pas tellement de temps à ne pas s'arrêter. Je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en Belgique, on a sans doute les mêmes problématiques scolaires et autres. Mais par Mhm. contre, il n'y a aucun métier qui existe sur, OK, on s'arrête, on détermine la problématique, et on se penche et on trouve une solution. Et Mhm. donc, c'est comme si on fermait les yeux sur toutes les problématiques qu'on rencontre dans les écoles. Et pourtant, le problème de la langue, le problème de la logique, le problème parfois de la socialisation, ou le problème de l'adaptation des outils en fonction de l'handicap, ce Mhm. sont des trucs classiques, mais personne ne s'y arrête parce que le métier n'existe pas. OK. Oui, j'ai l'impression que au Québec, et là, je me permets parce que je ne connais pas tous les métiers non plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un métier spécifique pour ça. La charge de responsabilité est un peu répartie à travers les différents professionnels. Exemple, il y a certains orthopédagogues qui vont s'intéresser à la problématique, certains travailleurs sociaux, certains psychologues, mais il n'y a pas
d'emploi en tant que tel pour Ouais. aller identifier, cerner les difficultés, puis trouver des méthodes de remplacement, en fait, là, parce que c'est ça, c'est comme tu l'as très bien nommé, c'est que parfois le système éducatif n'est pas très bien adapté pour différentes raisons. Et là, c'est de voir comment mettre en place des changements. Tout d'abord, des petits changements, mais qui vont graduellement démontrer leur efficacité puis prendre de plus en plus de place, là. Et tu l'as très bien dit, hein, au Québec ou en Belgique, je pense que c'est la même chose, c'est qu'on a une certaine Mhm. parcellisation des compétences. On est orthopédagogue, et voilà, on a tel champ d'action, on a telle compétence, on a tel type de Ouais. public. Or, pour régler ces problématiques, il faut tellement jouer sur tellement de paramètres. Soit on va avoir quelqu'un qui a un nouveau métier ou quelqu'un qui a une multiple compétence, ou soit quelqu'un qui est dans une optique vraiment collaborative, coopérative, Mm. pour essayer de trouver des solutions et de construire quelque chose. Effectivement. Donc là, c'est intéressant si j'en comprends bien, si je comprends bien, en fait, le terme un peu ludopédagogue, si je comprends bien, c'est un peu de ça. C'est d'aller sur le terrain, de voir les difficultés, de cerner un peu des outils pour aider et d'essayer par la suite de partager ces réussites-là, ces connaissances-là, pour au final aider le système en Ah non, entier là, dans un monde idéal. je dirais que ta définition, ça devrait plutôt être le terme de pédagogue. Pédagogue. OK, OK. Parce que le pédagogue devrait faire ça, quel que soit le média qu'il utilise, Hmm. pour essayer de trouver des solutions. Le ludopédagogue, c'est simplement le mec ou la femme, hein, voilà, on peut être sexiste, qui va utiliser le jeu et qui va apporter un regard pédagogique sur l'utilisation du jeu, quel que soit le Mhm. contexte. Il va être un spécialiste du jeu dans l'apprentissage, mais l'apprentissage au sens large. Et il se trouve que pour le moment, ben, mon média, c'est le jeu. Mais à une autre époque, c'était autre chose. Et puis voilà. Mais donc, l'idée, le jeu n'est qu'une passion pour le moment, pour apporter des solutions, des réponses à des difficultés. Et on sait que les jeux aujourd'hui, quand ils sont bien conçus, doivent apporter le plus de plaisir possible. Mhm. On se rend compte qu'on gagne ou qu'on perd en dernière minute, ou alors on ne gagne pas ou on ne perd pas. En tout cas, c'est le jeu qui peut gagner. Bon, voilà. Ou on s'en fout de savoir s'il y a un gagnant ou un perdant. Donc, c'est vraiment toute une dynamique. Ils sont conçus, ils ont une durée qui correspond autant à tort ou à raison, on peut en débattre, mais que les parents ont de libre pour leurs enfants. Moi, je me souviens quand j'étais ado, je jouais à un jeu avec mes frères qui s'appelait Magellan, un super jeu, Mhm. euh, mais il durait des heures. Et ma mère piquait une crise parce que le plateau, avec plein de petits jeeps et de petits bateaux et de petits avions en quantité astronomique, on ne pouvait évidemment pas le déplacer. Euh, Aujourd'hui, un bon jeu dure 20 minutes, une demi-heure. C'est un jeu familial. La définition de jeu a changé. Ce que recherchent les familles a changé aussi par rapport au jeu. Mhm. Et ce que recherchent les enseignants aussi a changé. Ouais, Et donc, effectivement. voilà, le ludopédagogue, c'est pas uniquement le mec, la personne qui est vraiment intéressée par le jeu, c'est celui qui va avoir la science du jeu euh, pour sélectionner le bon jeu, pour la bonne personne, pour le bon objectif, et qui va l'amener convenablement dans un environnement où il sait que peut-être il faudra d'abord faire quelque chose, peut-être il Mhm. faudra jouer peut-être plusieurs parties, qu'il faudra en discuter, et donc c'est tout un processus. Sinon, c'est un métier. Je pense aujourd'hui, être Mhm. ludopédagogue, c'est pas juste un enseignant qui aime jouer. Oui, c'est ça. Il y a l'aspect, je pense qu'on peut le nommer, il y a le joueur qui va partager sa passion. Et d'un côté, il y a l'enseignant qui, lui, dans sa nature, va faire de la pédagogie. Et ludopédagogue, ben, c'est un peu un mélange des deux. C'est d'être capable d'enseigner, partager un intérêt, voyons, partager des connaissances, mais à travers une passion qui est le jeu et l'outil du jeu. Alors, c'est les deux avec une valeur ajoutée. Euh, Mhm. Pourquoi? Parce que on peut être un joueur entre amis, aimer les gros jeux, et jamais bien jouer, et toujours Aussi, perdre, c'est vrai. et ne pas comprendre pourquoi à un moment on perd. On Mhm. peut être un enseignant, considérer que le jeu est important, considérer que c'est un chouette jeu, mais pas l'utiliser au bon moment, pas l'animer correctement, pas le proposer à la bonne personne, pas savoir quel jeu avant, après.
Pas Mhm. savoir aussi comment inciter l'enfant à rejouer, parce que c'est ça qui est important. Est-ce que jouer une seule partie permet à un moment de devenir compétent? On a tous joué au jeu de dames, et pourtant la plupart des gens ne savent pas comment faire pour gagner au jeu de dames, or que c'est un jeu de stratégie. Mhm. Donc il faut plus pour pouvoir tirer un apprentissage du jeu. Mhm. Et là, c'est intéressant, comme on discutait un peu tout à l'heure, mais au Québec, exemple, ludopédagogue, euh, de ce que je connais, c'est pas tant connu comme terme, c'est pas tant utilisé du moins. Euh, peut-être en France, peut-être en Belgique. Mais comment est-ce qu'on fait pour acquérir l'expérience pour être ludopédagogue? Alors, ta question a une double partie. La première, c'est pourquoi c'est pas tant connu. Mhm. Euh, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'ère, depuis quand même quelques temps, de l'aspect numérique, de l'aspect vidéo. Ouais. Donc, il y a eu un grand creux à ce niveau-là. Et puis, les jeux de société se redéveloppent depuis quelques années. Donc, mais ça veut dire qu'il y a eu, entre guillemets, je ne suis pas objectif, mais une génération ou deux de sacrifiés qui n'ont pas connu Hmm. vraiment le jeu de société. Et donc, la culture ludique est très peu connue. Deuxième chose, on a quand même une société qui est de plus en plus multiculturelle Hmm. et le jeu est multiculturel. Tout à Euh, fait. Au Québec, on ne joue pas la même chose qu'en Belgique, ou que les Belges ne jouent pas du tout les mêmes jeux et pas la même fréquence que les Allemands, que les Portugais, etc., ou que les Africains, ou que les Asiatiques. Et donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte de cet aspect-là. Et quand je te parle d'un projet Lego avec des primo-arrivants, c'est parce qu'ils sont issus d'une culture où le jeu de plateau n'existe pas vraiment. Et ils ont Mhm. besoin de bouger, donc il y a une réflexion à ce niveau-là. Et puis, la deuxième facette de ta question, c'est comment devenir ludopédagogue. Pour cela, il y a d'abord la formation. Il fallait que des formations se développent. Il fallait qu'à un moment, une société X, Y, Z considère que le jeu mérite ses lettres de noblesse. Hmm. Alors, il y a eu des écrits là-dessus. Ils ne sont pas nouveaux, Zynga, Kaiwa, etc. Mais après, il n'y a plus personne et il y a eu un creux, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas énormément déjà de pédagogues en soi. S'il Mhm. fallait lister les vrais pédagogues, ça ne veut pas juste des théoriciens, mais des gens qui réfléchissent aux problématiques et qui apportent des solutions, quels que soient les continents. Dans la francophonie, on citerait, en tout cas pour les Français, Pernoud, Mérieux, etc. Mais est-ce qu'ils sont encore réellement sur le terrain? Est-ce qu'ils sont sur le terrain? J'ai un gros doute. Donc, c'est déjà très compliqué de trouver simplement des pédagogues. Et alors, des Mhm. ludopédagogues, ça veut dire un pédagogue qui s'intéresse au jeu et qui pose ce Oui. regard-là et qui se forme, c'est encore plus rare. Et puis après, il faut un pédagogue qui s'intéresse au jeu, qui est sur le terrain. Et ici, on le voit dans la haute école où je donne cours de ludopédagogie. Le directeur me disait un jour, mais Renaud, tu fais partie sans doute des rares profs encore qui animent. Je Mhm. donne un cours d'animation de jeu et je n'avais pas postulé pour ce cours. Il me dit, mais pourquoi tu n'as pas postulé? Parce que je me sentais un peu comme un imposteur, le syndrome de l'imposteur. Et il me dit, mais Mhm. tu le fais régulièrement dans toutes tes activités. Ouais, mais bon, il y a plus compétent que moi. Et c'est vrai que le fait d'aller en école encore aujourd'hui, d'animer un peu partout, dans plein d'occasions, de dire, tiens, enfin, je suis intéressé partout, une école avec un enseignant, avec des élèves qui ont un handicap, ça m'intéresse, je vais aller voir, et puis voilà. Ça me forge une expérience. Donc, je pense que le jeu s'apprend par les mains, par les pieds, par la tête, par la Mhm. manipulation. Après, il y a tellement de jeux, on peut pas. Je ne suis pas un ludopédagogue qui est spécialiste dans tous les types de jeux. Il y a plein de catégories de jeux qui ne m'intéressent pas du tout ou qui m'intéressent, mais je n'ai pas le temps de m'y intéresser. Et donc, à un Mhm. moment, je fais des choix. Mais un jour, je m'y pencherai, mais quand, je ne sais pas encore. Donc, voilà, je OK. pense que le ludopédagogue, il doit avoir cette expérience-là. Euh, et ce n'est pas juste une formation. Et Mhm. puis, il doit tout le temps apprendre, tout le temps se questionner. Et c'est vrai que j'achète des jeux, beaucoup. Et parfois, je ne joue pas souvent à ce jeu-là parce que, du coup, compte fait, j'ai posé un regard assez négatif sur. Parfois à tort. Et puis, parfois, il y a un éditeur qui vient chez moi euh, et qui me dit, Renaud, on va jouer à mes jeux. Et je dis, oh non, j'aime pas tes jeux. Et puis, on passe une soirée et il me montre tout l'intérêt de ces jeux. Et je deviens parfois convaincu. Et donc, Mhm. c'est des expériences, ce sont des échanges, des regards, des bonnes rencontres aussi, des expériences avec des enfants aussi, je pense que c'est vraiment important. Euh, Ouais.
Moi, j'ai plein d'expériences comme ça à raconter. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce que ça vient chercher un peu, je pense que tu l'as bien nommé, le rôle de pédagogue, qui est en fait celui qui partage le savoir au final. C'est celui qui va aller sur le terrain, intégrer l'information, observer, voir qu'est-ce qu'il y a à retenir, qu'est-ce qui peut être changé, et qui se promène comme ça avec son bagage et qui va transmettre un peu le savoir sur son chemin. C'est très imagé, là, ce que j'ai en tête, mais j'ai l'impression, puis tu viens de me faire réfléchir à ça, en fait, mais j'ai l'impression qu'effectivement, de nos jours, c'est de moins en moins commun, les gens qui vont faire de la pédagogie, notamment, un peu comme tu l'as nommé, à cause de la technologie qui vient prendre un peu ce rôle-là aussi, qu'il y a la technologie, il y a les intelligences artificielles. Bon, on peut embarquer facilement dans un gros débat, Mhm. mais ce que je veux dire ici, c'est qu'une personne qui va animer, qui va partager le savoir à travers peu importe le médium, que ce soit les jeux ou autre chose, on le voit de moins en moins. Et je pense, et là c'est mon opinion ici, que c'est très important de redonner et de remettre de l'avant ce rôle-là, autant chez les enseignants que chez d'autres professionnels aussi qui peuvent avoir cet aspect-là de la pédagogie. Comme tu le mentionnes, au Québec, je ne pourrais pas en nommer, je ne m'y connais pas assez. Peut-être que tu en connais quelques-uns au Québec, mais on le voit de moins en moins. Donc, l'importance de vraiment le mettre de l'avant, la pédagogie ou ludopédagogue, puis d'offrir de la formation théorique, oui, mais aussi après ça, de favoriser la mise en place sur le terrain. C'est de favoriser les gens d'aller vivre des expériences puis de le mettre en place. Mais de nouveau, on parlait au tout début de l'aspect métier. La Mhm. question est de savoir, est-ce que pédagogue ou ludopédagogue, c'est un métier? Mhm. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on peut vivre, parce que c'est ça un métier aussi, c'est pouvoir vivre et pouvoir manger, nourrir sa famille, payer son loyer. Est-ce qu'on peut vivre de ça, de cette activité? Et la réponse est non, à l'heure Mhm. actuelle. Il n'y a personne qui engage un pédagogue. Il n'y a personne qui engage un ludopédagogue. Si moi je vais vivre de la ludopédagogie, je ne pourrais pas, c'est parce que j'ai d'autres activités à côté. Et donc c'est tout le bénévolat que je ne plains pas, hein, je n'ai pas un souci, mais on peut pas faire avancer la société, on ne peut pas faire avancer notre système d'enseignement si à un moment on ne donne pas la place à certains nouveaux types de métiers. Alors, c'est triste de parler de nouveaux types de métiers quand on parle de pédagogie ou de ludopédagogie. Oui, Voilà. j'ai l'impression que c'est comme un des vieux métiers du monde. Mais oui, voilà. Voilà. Mais est-ce qu'on peut reprocher à un enseignant euh, de ne pas poser un regard critique sur le jeu en dehors de ses heures? Mhm. Je dirais non, hein. Surtout que, en tout cas au Québec, il y a beaucoup de revendications puis de mise de l'avant des problématiques chez les enseignants qui sont surchargés avec des classes beaucoup trop grandes puis beaucoup d'heures supplémentaires, etc. là. Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté. En Belgique, on aime bien se plaindre, hein, mais, et puis bon, voilà. La Belgique est un pays compliqué, hein, donc OK. voilà. Oui, mais écoute, je pense que de toute façon, à tort ou à raison, Oui. sans doute qu'on a des raisons de se plaindre. Après, je pense que le problème de la société qui ne s'arrête pas sur quels sont les métiers qu'on a besoin. Et je pense parfois qu'il y Mhm. a des logiques économiques qui pourraient être bénéfiques. Je veux dire, créer des postes de pédagogues, ça coûterait sans doute moins cher si on a créé ce poste-là, si on répond enfin à des problématiques, si on a moins d'enfants en décrochage ou en échec Mhm. scolaire, qui coûtent à la société aussi. Je pense que parfois, on prend la mauvaise porte pour essayer de solutionner quelque chose et on demande à des milliers d'enseignants de changer ce qu'ils sont, de changer ce qu'ils ont connu comme système d'enseignement. Euh, alors que parfois, il suffit de changer certaines petites choses, de les écouter, de voir ce qui leur fait plaisir aussi, ce Mhm. qui peut être pertinent. Et ça, je pense que c'est une autre facette qui est vraiment importante pour moi, c'est que autant il faut encourager les enseignants à faire autre chose et autrement, autant il faut bien tenir compte de ce qu'ils sont, de leur environnement de travail, de Mhm. leur public et de leur permettre de faire des choix. Je suis un adepte de la théorie de choix de Francine Beller et
Francine est une amie depuis quand même pas mal d'années. Et à une époque, j'aimais bien, comme tout bon Belge et peut-être homme aussi, j'aimais bien me plaindre sur Facebook en disant voilà. Et puis elle me répondait toujours la même chose, Renaud, c'est ton choix. OK, ouais, Alors intéressant. le choix est peut-être compliqué. Il y a peut-être dans les deux possibilités, il y a peut-être aucune qui est vraiment géniale, mais il y a toujours des différences. Et à un moment, ça reste toujours mon choix. Mhm. Et c'est une maxime qui est vraiment importante à mes yeux, euh, parce que je pense que la motivation, elle est liée à ça. On peut reprendre tous les anciens auteurs liés à la motivation, Vio, Viana et autres. Euh, Ils parlent tous d'une manière ou d'une autre de cette prise en charge, de cette quête de sens, de ce besoin de faire des choix. Euh, et dans un jeu, c'est ça. Un jeu de Mhm. loi apporte pas beaucoup de plaisir parce que c'est juste les dés qui déterminent ce qu'on va faire. Et donc, on va jouer une partie avec un enfant parce qu'on apprécie l'enfant. Deux, il faut vraiment l'apprécier beaucoup. Passer toute une Mhm. soirée à jouer à ce jeu. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mécanique de choix. Alors, autant le hasard, il est important pour se dire si j'ai perdu, c'est pas de ma faute. Autant le choix, il est important pour se mettre en projet, pour se réaliser. Et je pense qu'on ne donne pas assez la possibilité aux enseignants de se mettre en projet. Euh, Mhm. et donc, voilà, il y a un vrai travail à faire. Hmm. C'est très intéressant. Je vais renchérir un peu là-dessus parce que je ne connais pas la théorie du choix, mais dans les théories de la motivation, je trouve ça très intéressant. La motivation intrinsèque, motivation Mhm. extrinsèque ou motivation interne, externe. Euh, et que finalement, une grande source de l'automotivation, ce qui va nous motiver à aller de l'avant, par exemple, ben, c'est la motivation interne ou intrinsèque. Et là, c'est la motivation d'aller, de dire, c'est quoi, comment ça répond à mes besoins, en fait? Quels sont mes besoins qui vont être répondus dans cette prise en action-là? Donc, si je continue mes études secondaires pour avoir mon diplôme, ben, et que c'est juste une motivation extrinsèque, donc c'est juste parce que mes parents me l'imposent, mais le système scolaire me l'exige, parce que sinon je ne peux rien faire dans la vie, pas grande source de motivation à persévérer ici. Tandis que si j'arrive à cerner, et là j'intègre un peu le choix ici, si je choisis de prendre cette décision-là parce que je sais que ça va répondre à mes besoins et que mon besoin, c'est de me sentir fière de moi ou que mon besoin, j'ai envie de devenir, peu importe, policier, policière ou aller en soins infirmiers, peu importe, ben, ça part de moi. Et là, j'ai l'impression de faire plus un choix conscient, volontaire et qui en plus répond à mes besoins. Donc là, on est dans l'automotivation à fond. Et c'est ça qui va faire en sorte la différence entre quelqu'un qui va persévérer ou quelqu'un qui va abandonner parce qu'il n'y a pas l'intérêt non plus associé à ça, là. Alors, tu vas déjà très loin parce que j'ai bien aimé ton intervention et déjà les 3 premières secondes où tu disais quels sont mes besoins. C'était la première chose et la Ah oui, première oui, oui, ça question. c'est. Et je pense que d'abord, il faudrait d'abord qu'on se pose la question. Mhm. Et je ne suis pas persuadé que, ici je parle des jeunes, mais on pourrait parler des adultes aussi, mais que beaucoup d'enfants, d'adolescents se posent la question de quels sont mes besoins. Tout à fait. Je suis en accord avec toi. Et ça veut dire que c'est une démarche réflexive, une posture métacognitive, enfin on peut appeler ça de plusieurs manières, mais c'est d'abord la première question qu'il faut se poser. Et Mhm. dans la théorie du choix, c'est sympa parce que cette théorie définit qu'il y a 5 types de besoins, et il n'y a pas un qui est plus important que l'autre, sauf celui qui est en souffrance. Et ça, je trouve que c'est une belle définition déjà. Le besoin qui est en Mhm. souffrance. Évidemment, il peut être en souffrance en fonction du moment, de l'environnement, de plein de paramètres différents. Et puis de se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis comporté pour essayer de répondre à ce besoin? Et si je me suis comporté, est-ce que mon action a permis de répondre à ce besoin et a permis d'éliminer cette souffrance? Et si mon action ne m'a pas permis de répondre à cette souffrance, à ce besoin, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre en place pour y Mhm. arriver? Et donc, il y a toute une démarche de questionnement par rapport à soi, de s'écouter, Oui. de se mettre en projet, qui est pour moi le point de départ. Alors, je t'ai dit tantôt que j'étais féru des intelligences multiples, et dans les intelligences multiples, il y a l'intelligence intrapersonnelle. Mhm.
je pense que c'est quand même quelque chose qui manque dans notre système d'enseignement. C'est Mhm. apprendre à s'écouter, à mettre des mots sur qui je suis, à mettre des mots sur mes forces, sur mes faiblesses, sur mes objectifs et de voir est-ce que ça me pose problème. La question n'est pas d'être meilleur. La question, c'est de comprendre qui je suis, comment je fonctionne, quels sont mes besoins. Euh, Moi, j'étudiais, quand j'ai repris des études plusieurs fois, je venais à 7h30 du matin devant la bibliothèque pour être dans les premiers. Puis, parce que j'avais ma petite table bien précise, avec une superbe vue près d'un lac. J'avais l'électricité pour mon ordinateur portable parce que je travaille tout le temps en musique, parce que j'ai des troubles de la concentration. Et je pouvais me balader à chaussettes dans toute la partie derrière moi. Il n'y a personne qui pouvait passer, et parce que j'aime bien être à l'aise. Et puis, j'avais la possibilité de voir en contrebas un groupe de jeunes étudiants, beaucoup plus jeunes que moi, qui, eux, étudiaient en groupe. Alors, j'ai Mhm. besoin, moi, d'être seul, mais j'ai besoin de voir d'autres personnes parce que sinon, ça ne va pas. J'ai un moment, je déprime. Et quand j'en ai marre d'étudier, je les voyais en train de souffrir aussi et me dire, tiens, ces jeunes sont toujours là, je me sentais obligé de rester pour étudier. Et c'est important de Mhm. se connaître. Donc, je pouvais travailler des heures, mais dans un environnement précis. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est donner les moyens à un enfant, à un adolescent, à un adulte, d'avoir une image de ce qu'il a besoin, de savoir comment il doit se comporter, de savoir ce qu'il a envie de faire. Euh, Mhm. et je pense que là, on a les clés pour faire plein de choses en réalité. Mais pour ça, les Effectivement. clés, il faut les associer avec une serrure. Et la serrure, ce sont les outils qui sont nécessaires. Et souvent, dans l'apprentissage, que ce soit dans une classe classique ou même dans le jeu, on n'outille pas. Je te prenais Mhm. l'exemple du jeu de dames, mais on pourrait prendre un nombre de jeux incalculable où on joue par plaisir, mais alors on n'est pas obligé de vouloir gagner, évidemment. Moi, je joue de temps en temps avec ma maman au Scrabble. Voilà. Ma maman est institutrice, donc, et ça fait des années qu'elle perd contre moi. Et Mhm. sincèrement, linguistiquement, on est équivalent. Mhm. Mais je suis un peu plus logique qu'elle. Et donc, je suis un peu plus stratégique. Alors, je pense qu'elle joue pour le plaisir, voilà, mais qu'elle ne se questionne pas, elle n'a pas spécialement envie de gagner, je pense, ou alors elle s'est faite sur le fait de perdre, mais bon, voilà. Euh, Moi, j'ai ma fierté quand même de gagner. Mais donc, c'est un apprentissage. Alors, l'objectif n'est pas toujours d'être meilleur. Si ma mère est Mhm. contente avec son plaisir, mais tant mieux, si ça lui suffit. Si à un moment elle est frustrée, alors là, il faut lui donner les outils pour à un moment lui apprendre à avoir plus de réussite et avoir par définition plus de plaisir aussi. Mhm. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a comme une combinaison de deux choses. Le cerner le besoin à travers vivre une expérience. Donc, l'expérientiel nous reflète aussi un peu nos besoins. Dans ce sens que si, exemple, bon, j'aurais utilisé l'exemple que tu as utilisé, mais c'est exemple quand ta mère perdait au Scrabble, à chaque fois, elle était frustrée puis que ça crée un conflit dans votre relation, ben là, il y aurait un besoin non comblé ou, comment tu l'as nommé tout à l'heure? Moi, En j'appelle souffrance. en souffrance, c'est ça. Donc, un manque ou une souffrance, une insatisfaction. Et là, c'est d'être capable, à travers l'expérience que le jeu a amené, par exemple, l'expérientiel, de cerner ce besoin-là. Ça le met comme de l'avant, ça vient le ramener. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, de se servir de cette expérience-là pour soit intervenir, là, je parle dans ma vision Oui. d'intervenante clinique, ou pour l'individu même, enfant ou adulte, éventuellement de faire oh, OK, il se passe quelque chose, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et là, exemple, bon, ben, je suis tout le temps frustrée quand je joue. Est-ce que je fais de l'évitement, j'essaie d'arrêter de jouer? Ou est-ce que j'essaie de voir c'est quoi ma souffrance et d'essayer de changer cette souffrance-là, répondre à mon besoin souffrant, justement? Et là, c'est intéressant parce que le jeu amène cette possibilité-là de refléter cette souffrance, ce besoin souffrant-là. Et quand on a les outils, ben après ça, d'intervenir là-dessus. Ce qui est encore plus avec le jeu, et c'est pour ça que j'y m'y suis intéressé aussi, Mm. c'est que quand tu joues, tu as tendance à oublier tout ton environnement et toute ta vie. Mhm. Quand on a intégré le jeu avec ses élèves en décrochage, c'est un cours où il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de cahier, il n'y avait pas de bulletin pour ce cours-là. Je n'avais le droit en tant que prof, mais c'est moi qui ai fixé les règles, donc c'était plus facile. De ne mettre qu'un commentaire positif, voilà. Mm. Ce qui est déjà un autre rapport. J'avais fixé comme règle de ne pas pouvoir donner de punition, malgré qu'on avait rassemblé ensemble dans une même classe
tous les élèves qu'on aurait bien envie de jeter par la fenêtre, en tout cas en début d'année, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Donc voilà. Et souvent en octobre, ma direction me disait, mais, alors Renaud, ton cours de jeu, ça va comment? Oh, je les balancerai tous par la fenêtre. Il me dit, mais en octobre, tu me dis toujours ça, on en reparle en novembre. Et c'est vrai qu'en novembre, le discours était très différent, parce que le jeu avait eu un impact. Et pourquoi le jeu a un impact? Parce qu'à un moment qu'on joue, on est dans l'interaction, on rentre parfois dans la peau d'un personnage, dans un petit côté sympathique, on titille l'autre, on l'embête, on le taquine, et on oublie en réalité plein de choses. On oublie que je suis le prof et que je joue avec un élève. euh, et c'est ça qui est très chouette, c'est qu'il y a une décentration à un moment de chacun. On reconstruit une atmosphère, on ne voit pas que le temps passe. Et puis, le jeu est un peu libérateur parfois de la parole. Euh, il permet parfois de mettre en fonction du type de jeu les gens en communion. Mhm. Ouais. Euh, et moi, c'est un cours qui se donnait porte ouverte. Ça veut dire que un professeur qui passait dans le couloir, s'il avait envie, qui ne donnait pas cours, il pouvait s'arrêter et venir jouer avec les élèves. L'éducateur pouvait rentrer aussi. Alors, en règle générale, il rentrait parce que comme j'avais une concentration d'élèves à problème, il savait très bien qu'il allait pouvoir les voir chez moi. Ouais. Mais il avait pour règle de s'asseoir et de jouer avec les élèves. Donc, l'idée Ah. n'était pas de régler un problème administratif. L'idée était d'avoir un environnement où il pouvait entrer en communication avec des enfants qui, en règle générale, étaient dans son bureau pour se faire enguirlander. Mhm. Et donc, de changer à un moment le rapport. Ouais. Et de créer un moment une prise de conscience chez l'enfant du rapport à la règle, parce que le jeu, c'est aussi le rapport à la règle, de Ouais. la vie en communauté. Et de aussi parfois de dire, ben, voilà, on a un statut différent et on fonctionne différemment, c'est pas pour ça que. Et donc, ça crée plein de choses. Et le jeu, pour ça, est un outil formidable. Mhm. Ben, effectivement. Puis juste si on observe les différents styles de jeu ou les mécaniques de jeu, tu as un jeu coopératif comparé à un jeu compétitif, un jeu de groupe ou un jeu de duel en duo. Euh, Chaque jeu amène une ambiance, un peu la bulle de jeu, je pourrais dire, dans laquelle on est quand on joue, qui va faire vivre des émotions différentes et dont les règles, les consignes et même ce qu'on appelle un peu les règles. Il y a les règles du jeu, la mécanique de jeu, mais aussi les règles sociales Bien sûr. pendant qu'on est en train de jouer vont être différentes. Et juste d'embarquer dans ces règles-là sociales et les règles consignes du jeu, on est en train de faire des apprentissages. Et là, tu l'as nommé, en fait, je reprends un peu tes mots, mais exemple, apprendre les règles, suivre une règle, suivre des consignes. Il y a des enfants, exemple, avec troubles de comportement qui ne vont jamais suivre les consignes dites par les figures d'autorité comme les parents ou les enseignants, mais qui vont quand même être des bons joueurs. Donc, ils sont capables de le faire. Et là, on peut partir de cette expérience-là positive pour améliorer la relation justement avec l'enfant et même l'adulte. Voilà, tu le dis toi-même, voilà, enfin, tu fais le lien entre le jeu et l'objectif que l'on pourrait avoir à travers le jeu. C'est Et ça, ça. c'est la ludopédagogie. On Mm. peut jouer juste parce qu'on a envie de jouer, de passer un moment ensemble. Voilà. Et puis après, on peut jouer ou faire jouer Mm. avec un objectif qui est vraiment bien précis. Et donc, ça veut dire qu'on va. Voilà, un de mes jeux préférés en tant qu'enseignant euh, est Corridor de chez Gigamic. Pourquoi? Parce qu'il est court, donc ce n'est pas les règles qui posent problème. On gagne vite ou on perd vite. Et donc, on a Mhm. envie de rejouer. À un moment, on comprend très rapidement mais pourquoi on a gagné ou pourquoi on a perdu. Et on a envie de rejouer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un moment, quand l'enfant il a envie de rejouer, il se pose la question, il a compris ou pas, mais à un moment, il se pose la question de pourquoi, où était le tournant dans la partie? Comment je pourrais jouer autrement? Comment je pourrais faire pour ne pas me faire piéger? Mm. Et on peut jouer une centaine de parties s'il n'y a pas à un moment cette démarche réflexive de nouveau. Et en Belgique, on parlerait de débriefing. Euh, Au Canada, au Québec, vous parlerez plutôt d'auto-évaluation. Euh, Ouais. Oui. Alors, je me suis enguirlandé par une directrice québécoise qui me dit Ah oui? non, le briefing, on n'aime pas ça, nous. Mais
Je pense que ce que tu veux dire, Renaud, c'est auto-évaluation. Voilà. Tu vois, Mais, je vois mais dans les le deux. Mais... oui. voilà, en Belgique, on dirait débriefing. Ça veut dire que ce soit avec les deux, trois joueurs avec qui on a joué, ou que ce soit avec le grand groupe, mais de faire le point, tout simplement, sur ce Hmm. qu'on a aimé, sur ce qu'on n'a pas aimé, sur ce qui nous a posé problème ou pas, sur ce qu'on a essayé, sur les expériences, sur ce qu'on a observé, sur ce qu'on se ferait la fois prochaine. C'est toute cette prise de conscience qui est nécessaire pour qu'il y ait apprentissage. Mhm. S'il n'y a pas de débrief, ça ne sert pas à grand-chose. Je me souviens, un des premiers cours que j'ai donné de jeu à ces élèves, euh, le cours s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui ont triché. Voilà, avec des élèves en décrochage, c'est un peu normal. Donc j'arrête le Mhm. cours et je dis aux élèves, venez, on va sortir. Et donc c'est une école où il y avait un parc. Et donc on sort dans le parc, il faisait beau, il y avait du soleil. Et on débriefe, on fait le point. C'était la première année du cours et l'endroit où j'étais donnait sur la salle des professeurs. Donc, j'ai des collègues à la fenêtre qui me voient en train de discuter avec mon groupe d'élèves. Et il se trouve que 2 minutes après, je croise un des enseignants qui me dit, mais pourquoi tu donnais cours dehors? Et je lui dis, mais je donne le cours de jeu. Et là, il y a eu un incident. Il y a un élève qui a triché. Ça a créé un problème. Et donc, on était en train de discuter, de débriefer. Et il me dit, mais c'est quand même grave, même dans ton cours, il triche. Et je lui dis non, c'était positif comme exemple. Heureusement qu'il a triché, parce que tricher a permis de faire un débriefing, a permis de développer, Mhm. de faire une réflexion, pas une réflexion de moralisation, mais de prise de conscience de mais ça entraînait quoi le fait de tricher? Ben, on a Mhm. arrêté la partie, on s'amusait quand même bien, il y a eu des tensions, le cours passe plus vite, alors que c'est le seul cours où on peut respirer, on peut se tenir autrement. Quel était l'intérêt? Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Donc, et en plus, les règles étaient connues. Donc, en plus, bon, voilà, ça permet de faire ressortir plein de thématiques qui sont vraiment importantes. Et je pense que c'est dans la prise de conscience qu'à un moment, on amène l'enfant, voire l'adulte, à changer ses Mhm. comportements quand c'est nécessaire. Effectivement. Puis, c'est le mélange entre le cognitif, un peu, tu le mentionnais tout à l'heure, que euh, on peut essayer de rationaliser avec enfants, adultes, mais ce qui est très important aussi, c'est le comportemental, c'est l'expérientiel. Donc, il y a une expérience de base pour faire un débriefing ou une auto-évaluation, donc pour faire l'apprentissage. Donc, si on fait juste mentionner une consigne, une règle, une valeur à une personne, ben, elle ne l'a pas nécessairement vécu, elle ne sait pas trop à quoi associer cette valeur-là ou cette consigne-là. Donc, ça peut facilement passer, être intégré temporairement et repartir. Mais si la personne a vécu une expérience concrète à laquelle elle peut associer cet apprentissage-là, bien, ça devient un souvenir, ça devient quelque chose de concret. Et encore plus quand c'est une expérience partagée avec d'autres personnes. Oui, Donc, et l'art du ludopédagogue, alors peut-être que tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, c'est cet art de transformer la règle. Moi, mhm, mes amis se méfient de moi maintenant parce que chaque fois que je leur présente des jeux, ils savent que la règle que je vais leur expliquer n'est pas la vraie règle. Pourquoi? Parce que un jeu, normalement, aujourd'hui, est conçu pour que tout se passe bien. mhm. C'est vrai, c'est Ah, vrai. si à un moment, les parents tapent sur leur enfant, c'est pas gagné, quoi. Euh, et moi, ce qui m'intéresse dans le ludopédagogue, surtout comme enseignant avec un public difficile ou comme formateur, c'est de créer le plus rapidement possible, parce que j'ai un manque de temps toujours, un incident. Ça veut dire que parfois, il faut compliquer la tâche pour qu'à un moment, quelqu'un ne s'en sorte pas. Mhm, L'objectif n'est pas de le frustrer, l'objectif est de pouvoir dire, mais enfin, comment ça se fait que, qu'est-ce que je pourrais faire? mhm. Qu'on puisse en discuter. Euh, et il faut un moment, dans un vrai jeu, tout est calculé aujourd'hui pour qu'il y ait la courbe de Gauss, hein, tu vois, en forme de cloche. Ça veut dire Ouais. que la tension monte tout doucement, puis un petit moment de tension culminant, et puis ça redescend, et puis on recommence. S'il y avait une tension élevée, ben, on se taperait dessus. S'il n'y avait pas de tension, ben, personne ne continuerait à jouer. Donc, il y a une vraie réflexion. L'art du ludopédagogue, c'est non seulement choisir le bon jeu, mais aussi, sans doute, de créer l'incident Mhm. pour que l'apprentissage ou la prise de conscience de l'apprentissage puisse avoir lieu et pour que le debriefing soit riche. Hmm, effectivement.
Et là, ça m'intrigue dans ton travail justement comme ludopédagogue. Est-ce que est-ce que c'est toujours planifié à l'avance, ces moments-là de pic, ou ça dépend de la journée, tu arrives dans le groupe et là, tu sens que, oh, OK, aujourd'hui, on va travailler un peu plus sur telle thématique ou je vais faire vivre telle émotion pour faire un débriefing sur tel sujet? Alors, il y a des choses qui sont évidemment planifiées. Quand je donne cours à une classe ou quand je donne une formation, à un moment, tu as l'expérience et tu sais où tu veux aller. Tu parlais de collaborer, coopérer tantôt. Mais si je veux permettre aux participants de prendre conscience d'une série de choses, je vais classer les jeux dans un ordre logique. Hmm. Je vais commencer par un petit The Mind parce qu'il est non-verbal. Hmm. Et donc, prendre conscience que ne pas pouvoir parler et pouvoir essayer d'obtenir des informations en regardant l'autre, c'est important. Hmm. Et puis, je vais mettre des jeux de communication restreintes, alors soit dans la même famille, The Game, tout simplement, comme ça la règle est simple, soit un petit Magic Maze ou un truc du style, ou un petit Anabi, bon voilà, pour Hmm. arriver progressivement à des jeux de plus en plus complexes, où pour gagner, il faut écouter l'autre, il faut communiquer clairement à l'autre, il faut connaître l'autre et prendre conscience de son rôle et de son intérêt, de sa pertinence, lui prendre conscience que parfois il faut quand même lui rappeler qu'il a cette compétence-là Hmm. et qu'on a un objectif commun. Et donc, au plus la compétence est complexe, au plus évidemment on doit planifier les choses. C'est pas parce qu'on va jouer à un jeu coopératif qu'on va acquérir cette compétence. Mhm. Donc l'art de la ludopédagogie aussi, j'aime bien employer cette expression d'art, mais c'est vraiment cette progressivité dans la confrontation d'expériences. Euh, et c'est un peu comme une opération chirurgicale. Voilà, il y a Oui. chaque geste qui est mesuré à un certain moment, qui intervient. Voilà. Et donc il y a question de minutage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire preuve de souplesse. Alors ça dépend de son bagage, dans tous les sens du terme, hein, son bagage dans la tête, son bagage en termes de quelle Mhm. boîte de jeu j'ai avec moi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à cela. Après, ça dépend des expériences que l'on mène. On me demande de jouer un corridor à 100 ou 200 personnes, or c'est un jeu à 2 ou à 4. Je dis oui, je ne réfléchis pas en sachant évidemment que chez moi, j'ai peut-être quoi, 5 ou 6 boîtes à tout casser. Ce qui veut dire que je vais devoir me positionner et me dire, OK, comment je vais pouvoir faire jouer. Et donc, c'est tout l'art et c'est Ouais. tout l'intérêt aussi de cet environnement de Covid, hein, d'enseignement à distance, de formation à distance, de se dire comment peut-on jouer à distance, comment peut-on vivre de la relation ludique à Mhm. distance. Euh, et donc, c'est ça qui est réellement important aujourd'hui. Et je pense que l'air de rien, en dehors évidemment de l'aspect santé, etc., Ouais. tout ce qu'on est en train de vivre en tant que formateur à distance ou animateur à distance, je l'espère, en tout cas, moi j'ai l'impression d'évoluer. Ça me permet de vivre des expériences, de chercher des nouveaux modes pour avoir des cours, en tout cas plus plaisants. Tantôt, je vais donner cours de psychologie du développement en sciences et techniques du jeu. Oui. Très bon Voilà. cours thématique. Donc, c'est le premier cours que je dois leur donner. Et donc, je me suis dit, mais je vais faire simple, vu qu'on part de la naissance par définition. On est dans les premiers âges et en France, ils ont une émission télé qui s'appelle La Maison des maternelles. Euh, et ils ont plein de petites séquences de 5 minutes où ils présentent l'intérêt de certains jouets de jeux en fonction des tranches d'âge. Ah. OK. C'est vraiment très chouette, ça ne dure pas longtemps. Et donc, j'ai décidé tout simplement de lancer le cours sans montrer ma tête, mais en mettant toute une mise en scène sur le fait que la ludothécaire de notre école est en train de me rechercher parce qu'elle a appris qu'on allait transformer sa ludothèque et mettre rien que des jouets. Et donc, j'invente toute une mise en situation pour ludifier le processus, pour qu'ils se questionnent, enfin, pourquoi il ne monte pas sa tête? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que là? Pour les mettre en jeu. Et c'est vraiment ça qui est réellement intéressant, de se dire à un moment, on n'est pas là pour faire du frontal, on n'est pas là pour dire, voilà, vas-y et travaille, je reviens dans 2 heures. Mhm. On est là pour, à un moment, avoir de la relation humaine, permettre d'avoir de la relation humaine entre nous, d'avoir réellement aussi du concret, de chercher son sens aussi par rapport à l'apprentissage, que ce soit sur de la théorie, sur la psychologie du développement. Moi qui suis confronté à des étudiants qui ont des profils très variés, Ouais.
Oui. Euh, et donc, ça veut dire qu'ils doivent eux-mêmes se mettre en projet. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je pense que tout Hmm. incident de la société, de la vie, qu'il soit Covid ou pas, il est intéressant si en tout cas on en fait quelque chose et qu'on prend nous-mêmes cette posture réflexive, ce recul Oui. pour se dire, OK, ça nous permet de faire quoi? Hmm. Exactement. C'est une belle forme d'apprentissage, de s'adapter et de développer un peu de la résilience aussi par rapport à ça. Donc, de retenir, même par rapport aux événements plus difficiles, d'arriver à accepter que oui, c'est difficile, mais aussi voir qu'est-ce que je peux retenir de cette expérience-là, comment je peux m'y adapter, puis qu'est-ce que je peux retenir comme apprentissage qui va me servir aussi à court, moyen et long terme. C'est Mhm. vraiment intéressant. Et bon, petite parenthèse, tu nommes des mises en situation et des choses que tu mets en place. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tout ça part de ta créativité? Est-ce que réellement tu as comme une imagination vraiment immense? Ou est-ce que c'est des choses que tu te bases sur différentes choses que tu as apprises justement dans tes expériences? C'est toujours difficile de trouver l'origine d'eux, mais Oui, j'ai hein? une amie qui me dit, Renaud, tu as un projet, une idée toutes les 5 minutes. OK. Et je pense qu'elle n'a pas tort. Et pour être honnête, sur le groupe Facebook Mister Ludo, là, que j'ai créé il y a quoi, 2 semaines, pour le moment, il y a un concours là, hein, pour avoir un budget pour créer son centre ludopédagogique. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que ce concours, c'est vraiment juste un truc que j'ai eu en 5 minutes. Il y a un truc qui m'a énervé. Et j'ai dit à une de mes amies, non, c'est pas possible. Et juste pour régler un problème, j'ai eu cette idée-là et je l'ai lancée. Je suis un peu un impulsif aussi parfois. Et puis j'ai été étonné de voir que ça fonctionnait. Et puis je dois créer un compte en banque maintenant, je dois créer plein de choses auxquelles j'avais évidemment pas pensé, vu que c'était une idée de 5 minutes. Et Oui. je trouvais que stratégiquement, c'était pertinent et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai, j'aime bien avoir. Je suis un intra, hein, et un intra, il aime bien réfléchir, il aime bien être dans son coin. Ça ne veut Mhm. pas dire que je suis un asocial, loin de là, parce que je suis inter aussi en dominant, mais euh, je suis quand même plus intra quand même. Et donc, ça veut dire que réfléchir et trouver des solutions, j'aime bien. Donc, oui, je pense être créatif. OK, OK. Ben, ça paraît beaucoup dans ta personnalité, ce que tu démontres, ce côté-là très créatif. Puis je trouvais ça très impressionnant, là, je me permets de le nommer, cette capacité-là de sortir des idées, des concepts, justement. Je pense que ça fait beaucoup partie de l'aspect ludique, si je me permets de l'indiquer, d'être capable, justement, de transformer en jeu des choses qui, à la base, sont peut-être éducatif, pédagogique ou autre, mais d'amener ce petit côté-là ludique qui vient aller chercher l'intérêt des gens. C'est sûrement une variable très importante dans le travail avec les enfants et les adolescents, là, d'être capable d'être dans le jeu. Oui, après, je pense que ce côté créatif vient de plusieurs choses. Un, d'un parcours scolaire où je me suis un peu embêté. Ça ne veut pas dire Mhm. que j'avais facile. On peut s'embêter et avoir des points qui ne sont pas géniaux, même si j'avais raté, mais voilà. Donc, ça veut dire que je pense que je cherchais tout simplement des solutions à ce que j'avais vécu. Voilà. Mhm. Deuxièmement, j'ai plein de troubles de l'apprentissage et le fait d'être HP n'aide pas. Donc, ce qui veut dire que à un moment, tu essayes, bon, il y a ton HP qui te fait passer partout, évidemment, et puis après, tu as tes difficultés qui t'obligent, en tout cas, si tu veux t'en sortir, à essayer de trouver des solutions. Mhm. Et donc, c'est vrai que voilà, un bouquin, j'observe beaucoup, j'analyse beaucoup. Un livre, je ne le lis jamais de la page 1 à la dernière page, je le feuillette, je retourne et tout le temps. Et donc voilà, il y a un vrai travail progressif, réflexif, déstructuré, qui amènera à un moment à une restructuration. Et je pense que j'écris d'abord pour ça. Mhm. Parce qu'en voilà, en tant qu'auteur, on gagne rien du tout. Ça, c'est le petit message pour les maisons d'édition. Oui, c'est Mais, ça. au moins, ils ont le mérite de me donner la possibilité, en dehors du partage, évidemment, mais de, de m'obliger à répondre à certaines problématiques, de restructurer ce que j'ai dans ma tête. Mhm. Je pense que mon premier livre de pédagogie, c'est un ami, on était à une terrasse de café en Belgique, on est souvent à une terrasse de café, en train de boire une bière. Et il me dit, Renaud, avec tout ce que tu as écrit, tu pourrais faire un livre de pédagogie.
Et je lui dis, mais non, j'ai déjà assez écrit assez de livres, je faisais des manuels scolaires à l'époque. Et le soir, par curiosité, j'ai repris tous les mails que je lui avais envoyés et j'ai fait un copier-coller dans un fichier Word. Et je dis, ah ouais, quand même, ça fait autant de pages. Et ce bouquin-là, c'était Vaincre ses difficultés scolaires. En réalité, il a été écrit en 6 mois. Mhm. Donc, il y a des choses comme ça qui, voilà. La classe flexible que j'ai sortie chez Debout, je l'ai écrit au Canada, en réalité, OK. dans un café à Montréal. Tous les matins, j'étais dans un café et le serveur m'amenait mon thé glacé et autres. Et j'ai passé juste, voilà, 2, 3 semaines à écrire. Hmm. Et donc voilà, c'est un environnement, il me faut un environnement qui est porteur. Je sais que le Québec, c'est pour ça que j'adore, est porteur pour moi. Je m'y sens bien. Euh, Mhm. euh, et à un moment, il y a tout qui est expulsé et je peux restructurer. Et je suis content. Voilà, j'ai pas besoin de sortir le livre. Ça, à la limite, c'est la dernière phase, c'est la phase dans laquelle je suis pour le moment sur des bouquins, ça m'énerve. Ouais. Mais voilà, mon brouillon est suffisant dans ma tête parce qu'il est structurant. Mhm. Ça l'amène l'état de satisfaction, de fierté, puis la publication du livre, en fait, c'est plus la partie de redonner un peu à la communauté. Oui, oui, oui. Là, dans cette phase-là où je suis en train de relire des épreuves, où je Oui. vois, voilà, il y a des problèmes de photos et autres, Mhm. voilà, euh, je dirais, on te fout en l'air et je m'en fous. Enfin, moi, j'atteins mon objectif et voilà. Donc, Oui. voilà. Je La- le termine parce que c'est bête quand on a fait 98% du travail C'est de le ça. jeter à la poubelle. Et puis, bon, il y a un contrat. Mais Bon, aussi. voilà. Mais bon. Donc, oui, oui, le processus créatif, on le voit, c'est vraiment est présent. Mais comme tu l'as dit, c'est une partie de ta personnalité, une autre partie aussi que c'est basé sur tes expériences. C'est quelque chose qui a été construit comme moyen de t'adapter aussi, puis moyen de développer tes propres connaissances à travers l'aspect un peu plus autodidacte aussi, là, j'en comprends. C'est souvent autodidacte et créatif vont beaucoup ensemble de ce que j'observe, là. Beaucoup de gens qui vont créer du contenu ont cette grande capacité-là d'apprendre par eux-mêmes et d'aller chercher les connaissances au niveau théorique et pratique. Donc, je trouvais ça très intéressant. Après, on ne pourrait rien créer si la chose existait déjà. Aussi, oui, effectivement, surtout de nos jours. C'est difficile de créer quelque chose. Donc, ça veut dire que, voilà, comme je te disais sur les intelligences multiples ou même le livre sur le jeu, Ouais, l'air de rien, il y a une analyse du marché, une analyse de ce qui existe. Parce que écrire un livre qui existe déjà, ça ne sert pas à grand-chose en soi. Euh, effectivement. Ici, voilà, on termine un livre sur les pédagogies alternatives. Je ne voulais pas spécialement l'écrire pour être honnête. Le sujet m'intéressait, c'est pas ça le problème, et donc ça m'a permis de faire de très belles rencontres. Mais on a écrit plein de livres sur Montessori, Freinet, de Crowley, etc. Et donc, pour moi, il faut quand même qu'il y ait toujours une patte, une touch, une différence, une valeur ajoutée. Hmm. Euh, Sinon, à un moment, je n'ai pas de plaisir et je dis, mais pourquoi? Alors, voilà. Aujourd'hui, je peux me permettre de choisir mes activités et de dire, OK, ça me motive. Le problème, c'est que je ne sais pas dire non, mais je vais me soigner. Ah, ça, c'est un immense apprentissage à faire. Pareil. Peut-être pour terminer sur une petite note justement ludique, est-ce qu'il y aurait des jeux, de jeux de société que tu recommanderais justement un peu plus, disons, dans la situation actuelle pour les enseignants à distance ou juste un top, un peu de jeux que toi tu adores, tu sais, que c'est des valeurs gagnantes pour en ludopédagogie? Le premier jeu que je citerai, alors il est plus en présentiel, mais il est original parce qu'il permet de se jouer à 12. OK. Et il y a mon côté animateur, enseignant qui reste là et de se dire, OK, un Hmm. jeu à deux, c'est bien, mais enfin, s'il me faut 11 ou 12 boîtes, tandis qu'à 12, avec deux boîtes ou trois, je peux m'en sortir. Oui. Euh, qui est Galerapagos, Ouais. qui est un jeu de Gigamic. Je l'aime bien parce que j'aime bien le sous-titre déjà. Coopératif, mais pas trop. Ouais. Ça veut dire qu'on est tous sur une île déserte et on doit essayer de construire un râteau, trouver de la nourriture et de l'eau Hmm. et évacuer l'île avant que le cyclone nous tue tous. Mais bon, évidemment, s'il n'y a pas assez de nourriture chaque jour, c'est qu'on va peut-être devoir éliminer quelqu'un qu'on aimait bien, quelqu'un qui faisait partie de notre groupe. Et donc, c'est un jeu assez sympa. Et surtout, ce que j'aime bien aussi,
c'est qu'il y a une mécanique de citoyenneté par rapport à ça. Ça veut Mhm. dire qu'il y a un système de vote, il y a un système où on peut tuer les gens, on peut ressusciter les gens. Et je trouve que c'est un jeu accessible en termes de règles, et ça c'est important. C'est un jeu qui peut être court, on peut réguler la durée, et ça c'est plutôt bien aussi. Et c'est un jeu où il peut avoir des incidents. J'ai pas besoin de les Mhm. créer, il peut avoir des incidents. Je me souviens dans un groupe, il y a un enfant, il se faisait tuer, ressusciter, tuer, ressusciter, tuer, ressusciter. Ça amusait les autres. Lui, ça ne l'amusait pas. Mhm. Donc à un moment, ben, on a fait le débriefing. Évidemment, ça a changé. Ou un jour, au même jeu, il y avait 3 filles et 2 garçons. Les filles, à cet âge-là, elles n'étaient pas hyper discrètes. Elles se disent, bon, on va s'allier contre les garçons. Ah oui, ça m'étonne pas. Voilà. Partie suivante, j'interviens, je joue avec. Je connais un peu mieux le jeu. 3 filles, 3 garçons. Je me suis amusé et j'ai tué les 3 filles. Et dans le Mhm. débriefing, on a dit, mais voilà, quel jeu vous avez préféré? Pourquoi? Ben, Galapagos, on a bien aimé, sauf quand vous êtes intervenu, monsieur, parce qu'on est mort, on est morte et voilà, le jeu était fini pour nous et vous avez continué à jouer. Et là, il y a un Mhm. garçon qui a dit, mais vous avez compris pourquoi il a fait ça? Et je trouve que c'est un bon jeu pour moi en termes de ludopédagogue, hein. Un bon jeu, c'est un Mhm. jeu qui permet de faire vivre des situations. Un autre jeu que Effectivement. j'aime bien, qui est un jeu à boire. Voilà. Alors, je fais souvent une métaphore qui n'est pas hyper gentille, mais je l'aime bien. Donc, j'ose quand même. Je ne sais pas si tu vois le film français Le Dîner de cons avec Oh, Jacques oui. Villeray. Je l'ai Voilà, vu il y a on longtemps. invite quelqu'un qui est un peu moins intelligent et on se fout un peu de sa tête. Voilà. Hmm. Et L'essai de vilain est un jeu avec des mafieux. On est tous des mafieux dans un café. Et c'est juste un jeu de cartes en soi. Et en fonction de la carte qu'on dépose, on doit dire ou passer son tour. Enfin, voilà. Il n'y a que 5 règles parce qu'il n'y a que 5 cartes différentes. Mais Mhm. c'est un jeu qui est hyper exigeant en termes d'écoute, en termes de bien connaître les règles, etc. Sinon, on se trompe. Et donc, ça veut dire qu'en fonction de la maîtrise de chacun, de l'écoute, donc de la concentration qui est quand même dure, et en fonction du rythme que quelqu'un peut mettre dans la partie, c'est un jeu qui peut être très vicieux. Et donc, ça, je Hmm. l'aime bien. Je l'aime bien parce que c'est un jeu voilà, qui fait prendre conscience que la concentration, c'est un atout, qu'il y a moyen d'être concentré, qu'on peut Mhm. évoluer. Moi, je vois des enfants qui, à ce jeu-là, ben, les premières parties, c'était dur pour eux, et puis tout d'un coup, je suis obligé de me concentrer. En règle générale, quand je perds avec des enfants, c'est qu'à un moment, ils ont atteint un certain niveau et que moi, je suis en train de gérer le groupe en même temps, de faire Oui, plein de c'est ça. choses. Et donc, enfin, c'est l'excuse en tant que mec que je sors, mais je te jure qu'elle est réelle. Et donc, je ne sais plus tout faire en même temps. Et ça veut dire que ma recherche cognitive est arrivée à saturation, tout simplement. Et donc, voilà. Un troisième jeu que j'aime bien, c'est L'île interdite. Alors, Ah oui, c'est ouais, toujours mon regard de ludopédagogue, ouais. mais à ce jour, pour moi, le seul jeu, alors là, je vais être fort, le seul jeu pertinent pour travailler vraiment la coopération dans un cadre scolaire est l'île interdite. Mhm. C'est, il n'y a pas énormément de vrais jeux coopératifs, d'abord. Il y en a très peu, hein. Souvent, ils se disent coopératifs, mais ils ne le sont pas. C'est un Mhm. vrai jeu où on est sur une île, on doit récolter 4 trésors avant que l'île soit complètement inondée. Et tu vas peut-être jouer le rôle d'une plongeuse, moi d'un ingénieur, Quentin d'un pilote, enfin voilà, en fonction d'eux. Et donc, ça veut dire que nos modes d'action, de déplacement vont très différents. Donc, on a des vrais rôles, et ça, c'est réellement clair. Et ils ne durent qu'une demi-heure. Mhm. Et les C'est vrai. coopératifs sont souvent très longs. Et Mhm. donc, si on veut travailler et prendre la prise de conscience de l'importance des rôles, des compétences de chacun dans une durée limitée, bah, c'est rare. Donc, moi, Mhm. j'ai dit aux auteurs de jeux, inventer des vrais jeux coop qui font une demi-heure avec des vrais rôles. Et c'est un jeu, comme toute la gamme, hein, vu qu'ils sont 3, il y a 2 frères, le désert interdit, etc., Ouais. où on peut régler le niveau de difficulté. Et Mhm. donc, C'est ça, je vrai. trouve que c'est réellement intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment bien. Après, je vais me permettre d'être chauvin et d'être belge quand même, parce en Belgique, on a quand même un super éditeur de jeux, hein, qui est Repoprod. Mhm. Voilà, ne pas les citer, ce serait quand Ben même, voilà. oui. C'est eux qui ont inventé Concept.
Ah, euh, OK. et qui ont inventé Just One, qui est un jeu qui se vend très bien aussi. Ce sont des Ouais. jeux langagiers. C'est des jeux, on va dire, associatifs. On pourrait avoir un gagnant, mais tout le monde s'en fout. Mmh, c'est Voilà. vrai. C'est tous ensemble. Voilà. Et moi, j'ai fait jouer Concept à distance. Donc, j'ai un de mes directeurs qui me dit, Renaud, on a une assemblée générale, on est tous à distance depuis des mois et des mois. Je voudrais commencer par un truc un peu plus ludique, plus plaisant. Alors, j'avais proposé Black Stories, je ne sais pas si tu vois, mais donc, Ouais. avec des situations des personnes qu'on retrouve mortes dans des circonstances bizarres et il faut essayer de trouver. Ouais. Et il trouvait, moi j'adore ce jeu et je trouve qu'en termes de dynamique de groupe, il est sympa, mais il trouvait qu'en période de Covid, c'était pas spécialement gai. Peut-être pas, ouais. Donc voilà. Et donc j'ai joué, j'ai fait jouer à Concept tout simplement à distance. Euh, et donc il y a une émulation qui Ouais. est assez simple, une bonne petite dynamique de groupe, une ambiance sereine, etc. Et je pense, voilà, ça fait partie des jeux où les règles sont simples, voilà, on rentre vite dedans. Je pense que c'est ça aussi un bon jeu. C'est un jeu parfois où il ne faut pas se casser la tête sur les règles. Et on est Exactement. dedans et surtout on peut décider stop ou encore. Mmh. On n'est pas obligé à Monopoly. J'adore le Monopoly, mais c'est pas un vrai jeu. On peut écraser l'autre pendant des heures et souffrir pendant des heures et il peut durer très longtemps aussi. Mmh. Mmh. Donc voilà, je dirais ça, tout OK. simplement. Ben, c'est tous des super bons jeux. En fait, je connais pas les sept vilains, le jeu de cartes à boire, mais tous les autres, j'y connais, donc je suis fière de moi. Mais non, effectivement, très bons jeux, comme tu as mentionné, puis qui viennent travailler sur différentes thématiques ou différents aspects, notamment et l'interdite. Je suis bien en accord avec toi au niveau jeu coop rapide qui se joue à plusieurs et dont le niveau d'intensité peut être très intense. Donc là, on vient travailler le stress, l'anxiété, la pression, mais en groupe. Mm. C'est différent que quand c'est juste toi tout seul en mode compétitif qui doit gérer la pression. Donc ça, c'est intéressant aussi à faire vivre comme expérience, puis sur lequel intervenir aussi, faire du debriefing. Oui. Ouais. Peut-être pour terminer, on a parlé de plusieurs choses, puis je pense que honnêtement, on aurait pu parler encore longtemps parce que c'est vraiment intéressant toute ton expérience, ton bagage d'expérience en tant qu'enseignant et que ludopédagogue. L'aspect aussi multiculturel, l'aspect aussi multi-clientèle, je peux le nommer comme ça, de voir que tu as Mhm. travaillé aussi avec différentes clientèles. Euh, Dans ce qu'on a eu le temps d'aborder, est-ce qu'il y a un élément important que j'aurais oublié de te demander ou de mentionner que tu aimerais prendre le temps de nommer? Mais peut-être juste, parce qu'il me tient à cœur depuis 2 ans, ce projet de centre ludopédagogique. Mhm. Donc de ces ludothèques 2.0 qui sont vraiment créées pour les écoles, pour des écoles en difficulté. Un projet qui se veut souple parce qu'il veut de nouveau répondre aux problématiques de l'école et de répondre à un public X, Y, Z avec des besoins propres, avec des écoles qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers. Donc ça veut dire qu'on cherche toujours nous-mêmes les moyens, on leur apporte les jeux. Mm. Donc ça fait partie, avec la prise en considération qu'ils n'ont pas les moyens humains non plus pour gérer cette ludothèque. Et donc il faut toujours une gestion facile. Mm. Et c'est pour ça qu'on utilise la grille de lecture des intelligences multiples, parce que c'est accessible, même pour des enfants, avec des logos et autres. Euh, et voilà, c'est un beau projet, c'est un projet qui est né sans le vouloir. C'est un projet qui grossit, c'est un projet qui va sans doute arriver en France. Et voilà, il me tient à cœur parce que je vois que ça fonctionne. Je découvre toute une série d'écoles. Voilà, c'est un beau projet que j'aime bien humainement, tout simplement. Oui. Et là, de ce que j'en comprends, là, graduellement, ça prend de l'expansion, ce projet de Ludothèque 2.0, Centre ludopédagogique, voilà. On centre appelait ça centre ludopédagogique. ludopédagogique parce que voilà, il y a plein de différences entre les deux concepts. OK, OK. Donc, centre ludo-pédagogique. Est-ce que l'optique, c'est dans le fond d'étendre ça dans l'Europe ou au niveau international? Il n'y avait pas d'objectif parce que, de nouveau, c'est une idée à la con qui est née comme ça. Voilà. Ouais. Euh,
Donc voilà, il n'y avait pas d'objectif ici, mais Mister Ludo a fait que ben voilà, j'ai eu cette idée de concours. Puis après, ben moi, je suis en lien avec François Petit de Cats Family, qui est français et qui me dit, mais ce serait quand même bien d'en avoir en France. Et puis, tu as vu, tu as un public. Et c'est vrai, on veut pas frustrer les Français. Donc, Hmm. et en plus, on a reçu des demandes. Donc voilà, donc sans Bah, doute tant mieux. que ça va arriver. Ici, il est possible qu'effectivement, avec une des écoles au Québec, il y a un moment un qui se développe. Voilà, c'est pas voulu. Je pense que, il y a assez de besoins déjà dans mon environnement pour Mhm. répondre à cela. Si ça se crée, tant mieux. Ici, pour la Belgique, moi, je vais en créer le plus possible, d'abord pour aider les écoles, les enfants, et puis pour essayer de mutualiser les ressources. Je pense que c'est réellement important. Souvent, il y a des jeux, mais qui sont au fond d'une armoire, d'une institutrice dans une classe. Hmm. Ici, pouvoir les rassembler aussi, c'est une économie d'échelle. Et puis, avoir plein de centres pédagogiques dans une région, c'est aussi pouvoir se prêter le matériel lors d'une fête du jeu, etc. C'est pouvoir organiser un festival du jeu dans plein d'écoles différentes et permettre à des parents de rentrer dans l'école et parfois ils ne rentrent pas dans l'école de leurs enfants. Donc il y a encore ce côté social qui est cher à mes yeux. Et puis voilà, si ça se développe ailleurs, tant mieux, mais ce n'est pas une obligation. C'est ça, c'est d'y aller étape par étape dans ce projet-là. On se laisse porter, puis on verra bien. Wow! C'est vraiment plein de projets très intéressants. Puis je trouve ça super que tu aies cette impulsivité-là créative de mettre en place des projets parce que ça fonctionne, les gens sont intéressés par ça. Et dans tous les cas, ça vient créer des précédents, donc de créer des petites choses que les gens vont pouvoir se servir aussi, puis de faire connaître un peu la ludopédagogie, puis l'importance de l'utilisation des jeux de société dans l'éducation. Donc, c'est des petits pas qui sont mis en place comme ça et qui sûrement vont prendre de plus en plus d'espace. Donc, c'est très intéressant que tu sois Merci. je le nomme comme ça, là, je ne veux pas te mettre de pression, mais que tu sois ce leader-là dans la ludopédagogie. C'est très intéressant. Je suis vraiment contente que tu aies pris ce temps-là pour discuter avec moi et parler de tout ce que tu as fait dans le passé, de tout ce que tu fais en ce moment, justement, tes projets futurs, justement, comme les centres de ludopédagogie. Il y a la page Facebook Mister Ludo, justement, que tu as créée, qui, de ce que j'ai compris, où tu mets de l'avant un peu ces projets-là, où est-ce que les gens peuvent te poser des questions. Tu as une belle interaction avec la communauté à travers cette page-là. Est-ce que tu as un site Internet où les gens pourraient te suivre pour Alors, formation j'en ai ou... plein. Il y en a plein. Alors, j'ai ludopédagogie avec un accent.be. OK. Voilà, celui-là, il est vraiment centré sur le jeu, donc ludopédagogie avec un accent.be. Puis j'ai intelligence-multiple.org, qui est un de mes premiers sites de partage sur les intelligences multiples. Hmm. J'ai mon entreprise kmim.eu et je suis en train de préparer un autre site, mais qui n'est pas fini, mais il faudrait que je trouve le temps, qui est intelligence-collective.be. Donc Intelligence voilà. collective, ça c'est intéressant comme concept. Mais donc OK. voilà. Mais il sera fini un de ces jours, mais voilà. En construction, comme on dit. Voilà, tout à fait. OK. Donc, bon, je vais les mettre dans le descriptif du vidéo, comme ça les gens vont pouvoir te suivre à ce Super. niveau-là. Mais sur la page Facebook aussi que Renaud est très actif. Donc, très intéressant. Merci beaucoup pour cette Merci à toi. collaboration-là. On se tient au courant. J'ai plein de questions aussi de mon côté. Donc, je pense que tu es facilement accessible si jamais les gens ont des questions pour toi. Oui, oui, bien sûr. Et dans tous les cas, ben, je remercie aussi tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, de nous regarder. Je vous invite, comme mentionné, à suivre les différentes pages Internet et la page Facebook de Renaud, donc Mister Ludo. Je vous invite aussi, pour ceux que ce n'est pas le cas, de suivre la page Facebook de Ludipsy, de suivre également la chaîne YouTube de Ludipsy sur laquelle, à chaque semaine, je publie des vidéos, des entrevues, des vidéos d'analyse de jeux. Donc, si vous voulez du contenu, vous pouvez me suivre sur Facebook et mon blog et la page Facebook. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, dépendamment d'où vous êtes. Et à la prochaine. Bye Merci beaucoup, bye! en tout cas. Au revoir, bonne soirée.
Bye bye.